Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous retrouver sur cette première édition de Note de lecture critique du livre sur votre média. Le livre que nous avons aujourd'hui l'honneur de parcourir est un véritable pavé dans la mare. L'hypothèse panafricaniste d'Albert Mutulu, un triptyque sur l'ethnie, la nation et le continent, mettant en exergue les conséquences graves sur la cohésion nationale et continentale du fait de notre difficulté à allier ces trois composantes constitutives de notre être. Si le cortège des interminables malheurs de l'Afrique y est décrit, une solution nous est proposée par son auteur pour nous en sortir. Albert Mutulu, l'auteur de ce fabuleux livre, L'hypothèse panafricaniste, a accepté de confronter son idée du livre avec nos modestes questions. Je vais donc de ce pas le retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Monsieur Albert Mutulu, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Alors, monsieur Mutulu, vous n'êtes pas votre premier livre aujourd'hui. Le livre pour lequel on vous reçoit ce jour, L'hypothèse panafricaniste, qui est votre troisième livre. Un livre assez dense en information, un livre riche. Monsieur Mutulu, est-ce que lorsqu'on est chef de file d'un parti politique comme le vôtre, on a encore assez de temps pour se consacrer à mettre en musique dans un livre des réflexions denses comme celles qu'on a dans celui-ci? On est bien obligé. On est bien obligé. Un responsable politique est bien obligé de quitter quelquefois le quotidien pour anticiper. Et quand je dis anticiper, anticiper très loin. Pas anticiper pour demain ou pour après-demain, mais anticiper très loin. Et là, en l'occurrence, c'est un livre qui essaie de montrer une perspective qui peut paraître lointaine, mais que les événements peuvent aussi rendre finalement très immédiate. Mais nous sommes bien obligés, en tant qu'hommes politiques, en tant que femmes politiques, de faire les deux, de marcher sur nos deux jambes, à savoir gérer le quotidien, gérer l'organisation, créer des comités de base, réunir des comités de base, faire de la formation à l'intérieur du parti, organiser des manifestations diverses et variées, et en même temps promouvoir une réflexion qui nous permette, d'aller un peu plus loin. C'est une qualité assez essentielle de la plupart des dirigeants de votre parti, l'UPC. On a le souvenir qu'avant vous, le secrétaire général, M. Moukoko, a aussi beaucoup écrit. Et avant lui, le grand Oumiobe aussi écrivait beaucoup. C'est une caractéristique assez essentielle dans votre parti alors? Tout à fait. Je suis peut-être mal placé, mais je dirais que sans fausse modestie, effectivement, nous faisons cet effort-là. Nous continuerons à prendre plaisir à savourer vos productions et vos réflexions. M. Mutulu, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme chef de file du parti l'UPC des fidèles que vous êtes là. C'est davantage en tant qu'auteur. Mais nous en voudrons beaucoup de ne pas vous interpeller sur un fait d'actualité qui aujourd'hui fait la une des journaux au Cameroun et d'ailleurs alimente les nombreuses conversations sur les réseaux sociaux. C'est le fait, survenu il y a quelques semaines au Cameroun, de tripatouillage des listes des admis à un concours d'une grande école, notamment lyrique. Le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Famundongo, a allégué pour s'expliquer qu'il y avait une nécessité de procéder à un équilibre régional dans cette école. Ce qui a dû donc se traduire par la suppression de certains noms des candidats, notamment des premiers, qui se retrouvaient absents au résultat définitif. Quel commentaire vous inspire ce fait d'actualité? Ce fait d'actualité me ramène à ce que je dis un peu dans le livre, à savoir que la question ethnique nous plombe. Elle plombe l'unité nationale. Parce que vous voyez, là, en l'occurrence, il y a un concours qui est ouvert à tout le monde. On s'attend à ce que les meilleurs gagnent. Mais après les résultats où on a la liste de ceux qui sont promus, le ministre de l'enseignement supérieur prend la liste, se met tout seul dans son coin et traficote la liste au motif qu'il faut faire un équilibre régional. Qu'est-ce que cela veut dire? S'en est-il expliqué? Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut qu'il dise ce qu'il entend par là. Apparemment, il y a une loi, qui exige que pour certains concours au Cameroun, on procéda ainsi. Oui, non, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que nous sommes plombés quelque part. Parce que si vous avez un concours d'un côté, et si après le concours, il faut que la loi ou le ministre de l'enseignement supérieur procède à quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de concours en vérité.
ou que le concours est fortement biaisé. Alors, un peu, beaucoup passionnément, on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Vous voyez bien qu'il y a un arbitraire, un acte discrétionnaire du ministre de l'enseignement supérieur qui intervient là et qui peut rendre caducs tous les efforts qui ont été faits auparavant. Donc nous sommes plombés par la question ethnique. Et ceux qui sont les principaux responsables de cette situation, ce sont nos dirigeants. Parce qu'ils jouent essentiellement sur la question ethnique. Pour se maintenir au pouvoir, pour avoir de la clientèle autour d'eux et pour perpétuer le système tel qu'il est. Donc, il faut que nous nous en sortions parce que c'est dramatique dans le sens où l'unité nationale est constamment compromise par la question ethnique. Il faut que nous nous en sortions. C'est l'un des thèmes de ce livre. La question ethnique plombe l'unité nationale. On va y arriver, on vous a bien compris. On revient d'ailleurs dans le livre. Hein. Dans ce livre, vous convoquez l'Africain moderne. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous, c'est qui l'Africain moderne que vous interpellez dans ce livre? L'Africain moderne, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont... C'est l'Africain qui est né, en gros, au moment de la colonisation et des luttes anticoloniales. C'est cet Africain-là, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui. C'est vous, c'est moi, celui que j'appelle l'Africain moderne. C'est l'Africain qui n'est plus dans la société strictement ancienne, où nous étions tout seuls, dans notre continent, avant la pénétration des autres, avant l'arrivée des Européens et des Arabes. C'est celui-là que j'appelle l'Africain moderne. M. Abemoutoudou, dans ce livre, on est vraiment ému quand on vous entend dire des choses qui ont parfois marqué les Camerounais. J'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. Vous, qui donc aussi est ressortissant du littoral, est-ce que vous n'avez pas peur quand, au sujet de l'ethnie, vous dites par exemple que tout Camerounais, peu importe son ethnie d'origine, devrait se sentir chez lui dans tout territoire associé, supposément associé à une ethnie donnée? Certainement, il y aura des personnes qui diront, mais bon, il est du littoral et il admet que n'importe qui puisse se sentir dans le littoral comme chez lui. Certainement, il y aura des gens du littoral qui le penseraient. Il y aura des gens d'autres régions aussi qui le penseront pour leur région à eux. Mais comment voulez-vous que nous fassions autrement? Je vous confesse d'abord une petite parenthèse. C'est que cet ouvrage-là, je l'ai voulu comme un livre de poche. Et j'ai eu... C'est lequel d'ailleurs hein? Oui, non, j'ai même eu beaucoup de difficultés. Je voulais que l'éditeur me le fasse moitié format. J'ai eu beaucoup de difficultés avec l'éditeur. Nous nous sommes bagarrés pendant longtemps parce qu'il me disait d'abord, les ouvrages, les brochures ont du mal à se vendre. Ensuite, vous voulez le format livre de poche. Pourquoi je voulais un format livre de poche? Parce que je voulais quelque chose qui soit pour le militantisme et que l'on puisse avoir avec soi dans sa poche partout où on va, comme une espèce d'aide-mémoire pour aller à l'essentiel. Je n'ai pas traité de toutes les problématiques du panafricanisme. Je suis resté concentré sur cette question des trois appartenances, à partir desquelles il me semblait qu'il était nécessaire de sortir des règles de conduite, des modes de vie, des codes et des engagements pour ceux qui sont des militants. Voilà. Donc vous avez raison, ce ne sera pas bien accepté. Vous savez que dans certaines régions de notre pays, les ressortissants d'autres régions n'ont pas le droit de s'installer ou même d'acquérir des terres. Vous savez que cela existe. Bon, donc nous sommes dans des difficultés énormes à partir de ce régionalisme, de cet ethnicisme-là. C'est pour cela qu'au début, je vous disais, il nous faut, et nous les politiciens en premier bien entendu, prendre le taureau par les cornes et appeler un chat un chat. Il ne faut pas qu'on reste toujours à se cacher derrière notre petit doigt, à faire des phrases convenues, derrière lesquelles, vous savez, vous et moi, que quand nous aurons fini, j'aurai retrouvé les bonnats, ceci, les bonnats de cela de chez moi, et puis nous ferons notre réunion, et puis nous sortirons de là avec des serments. Vous allez répondre de ce que vous avez avec des serments, avec des serments, tout à fait. Ce qu'il y a, pour ce qui me concerne, c'est que je reste tout à fait conforme à ce que j'ai demandé aux militants de faire. Cela est vrai. On ne pourra pas s'en sortir si chacun se considère en dehors du territoire ethnique
comme s'il était un étranger. Vous vous rappelez, en 2008, quand il y a eu le mouvement des jeunes, les jeunes Bamileke ont été inquiétés dans le centre. Et l'élite d'Umfundi qui avait rédigé une sorte de mémorandum disait qu'il faut que ces gens-là rentrent chez eux. Mais ça veut dire quoi? Des jeunes Camerounais qui sont dans le Fundi, qu'on leur dise rentrez chez vous. Franchement, comment ça sonne dans vos oreilles? Ça ne s'entend pas. Je rebondis dessus parce qu'effectivement, en même temps que ces élites-là tenaient ce discours-là, il n'y a pas mieux que votre livre hein, pour caricaturer, pour retranscrire un tout petit peu l'hérésie même d'une telle idée, de dire à des compatriotes de rentrer chez eux. Dans votre livre, on lit un point que j'ai bien aimé, c'est ce qu'on observe bien souvent, et sur quoi je reviendrai plus loin en décrivant les pièges qui entretiennent des divisions, c'est que le même qui chante l'hymne national en bombant le torse se laisse prendre au filet des sirènes du chauvinisme ethnique dont le résultat le plus sûr est de nuire à l'unité nationale. Monsieur Moutoudou, pourquoi pour vous, de facto, l'ethnie donc est, pour reprendre les termes de monsieur Lamberton, un caillou dans la chaussure des nations africaines? Je voudrais tout de même mettre un bémol. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce que je ne reconnais pas l'ethnie, c'est le mauvais rôle qu'il joue aujourd'hui, à savoir qu'il s'immisce jusqu'à la politique. C'est-à-dire que, de niveau en niveau, les responsables politiques s'entourent des membres de leur ethnie, dont font jouer aux membres de leur ethnie un rôle politique. Ce rôle-là, je ne le reconnais pas à l'ethnie. Le rôle que je reconnais à l'ethnie, c'est le rôle culturel. Et Dieu sait si ce rôle est déjà vaste et que les ethnies ne s'en acquittent même pas honorablement la plupart du temps. Il y a une mission, si on peut parler comme ça, un rôle de l'ethnie qui est celui de la culture, promouvoir la culture, gardien des symboles, gardien des sites, gardien des lieux sacrés, etc. C'est cela le rôle de l'ethnie. Aujourd'hui, ce n'est pas un rôle de promotion politique en tant que tel. Or, les dirigeants politiques africains sont parvenus à attacher l'ethnie à un rôle de promotion politique. Si, par exemple, vous êtes de la même ethnie que moi et qu'on vous a bombardé ministre, si je vous connais, je sais que je peux, moi aussi, m'en sortir à travers vous. La promotion politique de quelqu'un qui est promu à un poste politique important, la première chose qu'il fait, c'est de convaincre les membres de son ethnie que c'est l'ethnie qui vient de gagner quelque chose, alors qu'il n'en est rien. C'est sa seule promotion à lui. Mais il a besoin d'être supporté, d'avoir du renfort ethnique pour pouvoir éventuellement rester dans ce poste-là ou dans les marchandages ultérieurs. Et inversement, au niveau des membres de l'ethnie, on a l'impression, on a le sentiment que c'est l'ethnie qui a gagné quelque chose, alors qu'elle n'a rien gagné du tout, vous vous doutez bien. On peut changer, si c'est un ministre, on peut le changer du jour au lendemain et mettre un autre, etc. Bon. Donc nous sommes là dans un jeu très pervers qui fait que, dans le domaine politique, les membres de l'ethnie ont l'impression qu'ils font irruption dans la politique, dont l'ethnie est malmenée dans un jeu pervers qui est un jeu politique et elle n'a rien à y faire. Le rôle de l'ethnie, pour répéter ce que je disais tout à l'heure, est un rôle culturel. La promotion culturelle, la sauvegarde des sites historiques, la sauvegarde des lieux sacrés, la sauvegarde des emblèmes, etc. C'est cela le rôle de l'ethnie. Et ce rôle-là est déjà assez prenant. Il nous faut des états généraux, et pas seulement au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, parce que nous avons tous ce problème-là. Il nous faut des états généraux sur la question ethnique. Parce que nous pouvons chanter l'hymne national la main sur le cœur, si c'est pour nous faire happer, aussitôt après avoir chanté par des représentants ethniques, c'est que vraiment nous avons chanté en vain. Donc la question ethnique, il faut véritablement la prendre à la racine, et il faut donner les moyens de réflexion et les moyens évidemment qui s'imposent. Vous dites aussi, M. Moutoudou, que si on avait une constellation de nos nations basée sur des groupements de peuples ayant la même ethnie, nos nations seraient aujourd'hui plus cohérentes. Sur la base de quoi pensez-vous qu'aujourd'hui
le rapport que nous avons à nos ethnies aujourd'hui aurait été forcément meilleur dans une nation découpée en fonction des regroupements ethniques. Quel avantage cela aurait procuré forcément à ces nations-là, découpées ainsi, plutôt que comme l'ont découpé les décideurs au Congrès de Berlin en 1884? Oui, ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ceux qui sont toujours dans le sens de dire que l'ethnie a un destin poussent le bouchon loin jusqu'à penser que ce destin pourrait être un destin politique. C'est-à-dire, en vérité, l'émancipation de l'ethnie en tant que telle. Mais il n'y a plus aujourd'hui d'émancipation de l'ethnie en tant que telle, dans le contexte des nations multiethniques où nous sommes. Il n'y a plus l'émancipation de l'ethnie en tant que telle. Ce que je dis, c'est qu'il y a un peu plus d'un siècle, il y aurait peut-être pu avoir, même 2 siècles, même 3 siècles, il y aurait peut-être pu avoir l'émancipation de l'ethnie mandingue en tant que telle, de l'ethnie zoulou en tant que telle, de l'ethnie Fang en tant que telle. C'est ce que je dis. Mais qu'aujourd'hui, ce jeu-là n'est plus possible. La vitesse des événements a fait en sorte que l'émancipation d'une ethnie en tant que telle n'est plus possible. Il faut que nous nous émancipions tous dans le cadre de nos nations multiethniques, au coude à coude et avec une solidarité extrême. Donc il n'y a plus possibilité de s'émanciper tout seul en tant qu'ethnie. Je fais la référence à cette possibilité d'émancipation qui a existé mais qui n'existe plus. L'histoire l'a rendu caduque. Une histoire d'ailleurs sur laquelle vous nous apportez des éléments d'information assez forts. Hein. Vous avez une partie de votre livre titrée « Le tournant ». C'est un moment assez fort, révélateur de ce qui s'est passé. Mais nous, on a une question, M. Abel Motodo. Parce que, encore une fois, là, vous accusez les contacts aux autres, aux Arabes qui sont après arrivés en Afrique, aux Occidentaux et aux diverses religions. Est-ce que pour vous, les contacts n'ont jamais apporté quelque chose de positif? Si oui, que des effets négatifs à la constitution et la réaction des ethnies en Afrique? Non, je ne dis pas ça. Je dis seulement que dans mon analyse, je suis bien orienté. En vérité, le livre consiste à chercher dans les entraves que nous avons à l'heure actuelle pour notre émancipation, ce qui ne dépend que de nous. Donc je ne regarde que cela. Je ne vais pas chercher les aspects positifs de ceci ou de cela, parce que je ne peux pas tout analyser, et je n'ai pas besoin de tout analyser. Je regarde que ce qui, dans les entraves, ne dépend que de nous. Et je dis qu'à l'occasion du contact avec les Arabes et les Européens, il y a 2 faits que je relève. C'est premièrement le fait que cela met à l'ordre du jour dans nos sociétés, dans nos ethnies, la question du bien matériel. Tout à fait. Qui n'existait presque pas avant. Des conséquences très graves. Hein, conséquences très graves. Voilà. Plus tard. Voilà. Qui n'existait presque pas avant parce que quand on rentrait dans nos sociétés, on trouvait que le chef ou le roi n'avait pas vraiment de différence matérielle avec ces sujets et quelquefois même avec les esclaves. Bien, ça c'est une première chose. La deuxième chose que je mets en exergue, c'est ceci que ces contacts au moment où ils se font et la demande que les étrangers font sur les dirigeants africains qu'ils rencontrent imprime un caractère guerrier à nos sociétés. Parce qu'il faut aller chercher des esclaves, parce qu'il faut aller chercher de l'or, parce qu'il faut aller chercher ceci, et il faut quelquefois aller les chercher loin, à l'intérieur des terres. Et non pas, on ne les trouve pas directement chez les gens avec lesquels on est en contact. Donc ce sont ces 2 choses que je mets en exergue. Mais cela étant, les contacts, vous ne me ferez pas dire ce que je ne peux pas penser cela. Les contacts sont toujours quelque chose qu'il faut souhaiter. Le monde est, surtout aujourd'hui, nous sommes dans un village mondial, comme on dit. Donc je ne prétends pas du tout que tout est négatif. Moi, je regarde quelles sont les causes, quelles pourraient être les causes de nos difficultés, actuelles, de la fragilité de nos États et de la fragilité de notre continent. Eh bien, je remonte à ce tournant-là où je vois 2 choses. La première, les questions des biens matériels. Et la deuxième,
les questions des conflits entre ethnies qui ont donc cristallisé le fait ethnique de manière très très forte à l'intérieur des consciences, dans les consciences africaines. Oui, toujours pour rester sur ces causes-là, il y a quand même des faits assez intéressants qui sont de toute façon assez structurants pour comprendre notre histoire. Vous faites allusion justement à ces idées reçues qui font généralement des Africains, des peuples qui ont été tout le temps en guerre. Et on a pu lire dans le livre un passage assez intéressant qui révèle que ce n'était pas le cas, notamment avec des guerres entre les frères Akwa et Deido contre leur aîné, Bel plutôt. Vous dites il y a eu un seul mort. Deux morts dans ce conflit. Pour vous, ces deux morts, est-ce de la réalité ou de la fiction? Si, c'est un fait historique. Ouais, c'est un fait historique, mais c'est pour vous donner l'ordre de grandeur des pertes dans les conflits, quand nous en avions. Bon, quand on dit que nous étions tout le temps en guerre les uns contre les autres, non, d'abord, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et cela, elle est devenue par la suite, parce que, effectivement, au moment où se cristallise le fait ethnique, par le fait que chaque ethnie se protège la part aussi du matériel, voilà, la part du, et puis chaque ethnie se protège du branle-bas esclavagiste, etc., etc. Là, les guerres sont devenues quelque chose. Mais avant, c'était des choses qu'on évitait, on poussait la négociation jusqu'au dernier moment pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et quand il y avait une guerre, quelquefois, moi je le sais pour l'ethnie à laquelle j'appartiens, quelquefois on sacrifiait un esclave pour éviter de se battre entre eux. On sacrifiait un esclave et on s'arrêtait là. Voilà. Je ne dis pas que le sacrifice d'un esclave soit quelque chose d'enviable pour le pauvre, mais je dis que si c'est pour éviter que deux communautés s'entretuent, voilà, avec quelque chose, même peut-être, même si ce n'est pas des milliers de morts, avec quelque chose comme simplement une vingtaine de morts de chaque côté, je préfère encore qu'on sacrifie un esclave, bien entendu. Je suivais une émission dernièrement à la télévision, la guerre entre Octave, celui qui est devenu l'empereur Auguste, plus de 2000 ans, et on vous parle de 500 000 morts. C'est-à-dire que certaines sociétés ont érigé les conflits, les guerres, avec énormément de pertes en vie humaine, ont érigé cela en règle de vie, en quelque sorte. Nous n'étions pas dans ce contexte, nous n'étions pas dans cette optique-là. Alors, vous voyez bien que quand on est installé dans cette logique-là, qu'on peut faire des guerres où on perd 500 000 victimes, c'est tout à fait autre chose que quand on n'est pas installé dans cette logique-là. Et qu'on se dit, il faut que jusqu'au dernier moment, j'arrive à rattraper le coup, nous arrivions à rattraper le coup pour que nous n'allions pas jusqu'à la confrontation. Et c'était notre cas. D'accord. Ouais. C'était le cas des ethnies africaines. Qui malheureusement ont perdu cela. Ce sens. Voilà, ont perdu cela. Voilà. D'ailleurs, vous dites très bien dans votre livre qu'en général, la guerre était le dernier recours. Absolument. On procédait par des négociations qui duraient des mois, des années, pour éviter la guerre. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle les Africains n'ont pas fait de grands progrès dans les armes. Si vous lisez quelqu'un comme Strabon, qui est un géographe grec du début du 1er siècle avant Jésus-Christ, il vous décrit les armes des Éthiopiens qui sont exactement les mêmes que celles qu'on a trouvées chez nous presque 2000 ans plus tard. C'est-à-dire couteau, arc, flèche. Là où les gens considèrent que la guerre est un enjeu majeur, il y a la course aux armements, comme vous savez, c'est le terme que... Voilà, aux armements sophistiqués. Et là où les gens considèrent que la course, la guerre n'est pas un enjeu aussi majeur et qu'on peut toujours créer des conditions pour ne pas arriver à cette extrémité-là, il n'y a pas de course aux armements. Pendant des millénaires, nous sommes restés avec les mêmes armes. Voilà. Alors que nous sommes aussi intelligents que les autres pour essayer d'inventer quelque chose de plus sophistiqué. Mais nous sommes restés avec les mêmes armes. Arc, flèche, couteau, lance, c'est tout. Même vous avez vu que les éléphants ont été amenés dans des champs de bataille par les Romains
Les Romains n'ont pas d'éléphants chez eux. Ils n'avaient pas d'éléphants chez eux. C'est-à-dire qu'ils venaient encore chercher des éléphants en Afrique, les dresser pour la bataille. Donc tout ça, ça passait par-dessus notre tête, cette espèce d'enjeu-là, où on étudie la manière la plus sophistiquée pour arriver à avoir une plus grande possibilité de détruire l'autre. Non, ce n'était pas dans notre culture. Hélas, aujourd'hui, elle fait partie intégrante de notre culture. Absolument, et c'est ça qui est dramatique. Et malheureusement, c'est encore cette technique-là, telle que forgée par les nombreux contacts que vous venez tout à l'heure de mentionner, qui constitue le socle de nos nations. On aborde maintenant le deuxième élément de ce triptyque qui constitue votre livre, La Nation. Vous avez une façon d'appeler ceux qui ont pris les rênes de nos nations après les indépendances, enfin, entre guillemets, ce qu'on appelle les indépendances. Vous les qualifiez donc de bourgeoisie coloniale. C'est quoi pour vous la bourgeoisie coloniale et qui en sont les membres? D'abord, c'est bourgeoisie néocoloniale. D'accord, merci. C'est ceux qui sont, c'est les dirigeants qui sont issus des indépendances. Après le départ des puissances coloniales, enfin le départ apparent des puissances coloniales, il y a une classe de dirigeants autochtones, nationaux, qui a pris le pouvoir. C'est cela que j'appelle la bourgeoisie néocoloniale. Et cette bourgeoisie néocoloniale, elle est plutôt une bourgeoisie qui est née dans les bureaux. En Europe, où nous sommes, la bourgeoisie est née dans l'industrie, dans le commerce. Notre bourgeoisie, elle est née dans les bureaux. C'est ça que j'appelle la bourgeoisie néocoloniale. En vérité, c'est une bourgeoisie bureaucratique et militaire. Ces deux ailes sont ceux qui sont dans les bureaux et ceux qui sont dans les casernes. Les bureaucrates promeuvent les militaires protègent les bureaucrates. Voilà, et ils se tiennent bien soudés. Donc c'est ce que j'appelle la bourgeoisie néocoloniale. Bien. La question de l'unité du continent, autant la question de l'unité nationale est plombée par le problème ethnique, autant la question de l'unité du continent est plombée par les bourgeoisies néocoloniales. Justement, on a abordé ce point. Pourquoi l'est-elle plombée? Simplement parce que chaque bourgeoisie néocoloniale, chaque classe dirigeante de bourgeois néocoloniaux, considère que le territoire dans lequel il domine, le territoire qui est de son ressort, c'est une ère de prédation. Pour les vols, les ceci, les cela. Bon, on brade les richesses du pays comme on veut, on signe des permis d'exploitation de ceci ou de cela comme on veut, et on touche ces dividendes. On touche les retombées. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle, c'est cette bourgeoisie néocoloniale-là qui plombe l'unité nationale. La question pour nous est d'abolir les frontières issues de la conférence. Cela suppose quoi concrètement? Cela suppose que... Cela suppose qu'il n'y en ait plus entre le Cameroun et le Gabon, qu'il n'y en ait plus entre le Cameroun et le Tchad, etc. C'est de les abolir, c'est-à-dire de les faire tomber. Et c'est en cela que nous irons vers l'unité. Par exemple, au niveau de l'Afrique centrale, dont nous sommes tous les deux originaires, eh bien, il y a un ensemble de pays, il suffit qu'ils décident que l'Afrique centrale peut commencer à faire son unité en tant que telle. Sauf que le président du Tchad n'en voudra pas. Le président du Cameroun n'en voudra pas. Le président du Gabon n'en voudra pas parce que chacun considère que son territoire est une aire de prédation pour lui, dans lequel il exerce le pouvoir tel qu'il l'entend. C'est en fait, le problème revient à celui-ci. L'unité continentale qui est plombée par les dirigeants néocoloniaux ne le serait plus à partir du moment où il y a à la tête des États des dirigeants qui défendent véritablement les intérêts de leur peuple et qui veulent véritablement l'unité continentale. Pourquoi l'unité continentale? On est d'accord. Vous voyez bien la fragilité de nos États. On est d'accord, mais là nous sommes plutôt dans le cadre de la solution. Oui. Parce que vous dites qu'effectivement, ils auraient pu redessiner les frontières des nations dont ils ont hérité. Oui. Mais alors, comment est-ce qu'on redessine ces frontières? Mais ces dirigeants-là prennent bien des tas de décisions. Ils pourraient bien s'asseoir comme vous êtes assis avec moi et dire, écoutez, à partir de demain, à partir de l'an prochain, il n'y a plus de frontières entre tel et tel État. C'est tout un État, c'est un État tout simplement. C'est-à-dire, à l'intérieur les deux États
n'en font plus qu'un. Oui. Les 3 États n'en font plus qu'un. Vous êtes là dans un, on va dire, dans une partie très importante de votre livre. La solution que vous proposez pour une Afrique plus forte, pour une Afrique qui s'émancipe, n'est-ce pas, de tous les préjugés et surtout qui se libère du joug colonial, qui d'ailleurs continue aujourd'hui à être présent. Mais concrètement, M. Abbé Motodo, est-ce que vous pensez à ces autres personnes qui pensent que votre solution d'une Afrique-État est un fantasme? Qu'est-ce que vous pensez de ça? On peut accuser les gens de fantasme de tout. Moi, je considère que, d'abord, la question de l'unité du continent, je ne l'ai pas inventée. Des plus importants que moi, c'est-à-dire qui ont eu des positions beaucoup plus éminentes que la mienne, Kwame Nkrumah, par exemple, pour ne citer que lui, Lumumba, Moumié, on pensait que nous nous en sortirons que si nous arrivions à refaire l'unité du continent. On est d'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste? Ben, c'est la seule sortie par le haut. Nous ne sortirons pas de nos difficultés si nous restons dans nos micro-États dans lesquels nous sommes sous le joug de dirigeants qui n'en ont rien à fiche. Nous ne sortirons pas de nos difficultés. Il n'y a qu'une seule sortie, la sortie par le haut, l'unité continentale. Et cette unité continentale peut provisoirement se satisfaire des unités régionales ou sous-régionales, ouais, c'est comme ça qu'on dit sous-régionales, c'est-à-dire par exemple l'Afrique centrale, l'unité de l'Afrique centrale, l'unité de l'Afrique de l'Ouest, etc., etc. Nous sommes obligés, sinon nous resterons indéfiniment à la remorque du monde. Le moindre petit problème qui se pose au continent africain, il faut que nous allions chercher de l'aide à gauche et à droite, que nous appelions la communauté internationale. Et même quand on nous a dit ce qu'il faut faire, on nous a indiqué ce qu'il faut faire, il faut encore que nous attendions les renforts logistiques de telle ou telle puissance pour que nous puissions faire le moindre petit pas vers la résolution du problème qui se pose. Donc nous ne sommes pas en mesure, nous n'avons pas la capacité, nos États n'ont pas la taille, nos États n'ont pas les moyens matériels, les ressources humaines pour aborder les problèmes avec l'ampleur que les problèmes ont aujourd'hui. Donc il nous faut absolument cette unité continentale. On est d'accord. Encore une fois de plus, on a bien compris que dans votre explication, hein, vous êtes en train en même temps de définir ce que vous entendez par panafricanisme. C'est ce que j'allais d'ailleurs vous poser comme question, mais vous venez de définir un peu votre sens du mot panafricanisme. Mais sur le terrain, vous imaginez quand même la difficulté, d'ailleurs vous l'avez vous-même tout à l'heure souligné, de M. Ali Bongo, ou de M. Paul Biya, ou de M. Yadema, à accepter de perdre les avantages qu'ils ont en continuant à défendre, entre guillemets, ce qu'on peut appeler le gâteau dont ils ont aujourd'hui la charge. Hein. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes Africains pour qu'ils se saisissent de cette idée-là et qu'ils n'y voient plus simplement une utopie, un fantasme? Vous lui dites quoi? Il y a 2 façons de procéder. Il y a, premièrement, la façon de procéder, ce que nous appelons le panafricanisme des peuples, c'est-à-dire déjà prendre conscience de ce que nous ne pouvons pas nous en sortir si nous continuons de rester aussi divisés. Ça, c'est la première chose. Et à partir de là, mettre la pression sur nos dirigeants. Si nous pensons que eux, nous pouvons mettre la pression au point qu'ils aillent vers ce que nous souhaitons. Mettre la pression sur nos dirigeants. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes exigeants. Nous leur demandons, si vous ne faites pas ça, alors on se débarrassera de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est créer les conditions pour que, à chaque occasion où les choses se présentent, on se débarrasse des dirigeants qui ne veulent pas aller vers l'unité continentale. On se débarrasse de dirigeants qui se contentent, qui sont assez satisfaits de régner sur un micro-État parce qu'ils y voient leur profit. Donc, vu l'état de la situation aujourd'hui, mettre la pression sur les dirigeants, il faut aller vers l'unité continentale. Partout où nous sommes, à chaque arène où on nous donne la parole, il faut le dire. Il faut aller vers l'unité continentale. C'est pour cela que, vers la fin du livre, je propose même quelques modalités d'organisation parmi les Africains qui estiment qu'il faut aller dans ce sens-là. Bien.
les plus succinctes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation. Je crois que le génie africain trouvera matière à s'épanouir dans cette direction-là. Bien. Donc, mettre la pression sur nos dirigeants, que nous obtenions des résultats concrets. Par exemple, la libre circulation des hommes. Les biens circulent dans toute l'Afrique, les hommes ne circulent pas aussi facilement, comme vous le savez. Bon, voilà. Comme en Europe, hein, aujourd'hui, on a vu qu'ils ont instauré le Schengen, qui permet de circuler partout en Europe. Oui. En Afrique, c'est toujours compliqué. Voilà, les hommes circulent en Europe partout aujourd'hui, comme vous le voyez, mais chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Bon. Donc, la libre circulation des hommes, mettre la pression sur nos dirigeants. La deuxième façon, c'est de se débarrasser des dirigeants qui se contentent de leur micro-État pour y perpétrer n'importe quoi. Monsieur Moutoudou, on va arriver à la dernière partie de notre entretien. Je voudrais quand même, avant, vous interpeller sur un propos qui est utilisé dans votre livre. Vous dites dans la deuxième partie, d'ailleurs, vous la baptisez l'utopie. Pourquoi ce choix, utopie? Vous ne croyez pas vous-même en votre solution? Moi, je n'utilise pas le mot utopie dans un sens, comment dirais-je, péjoratif. Je l'utilise. L'homme a toujours vécu d'utopie, depuis toujours. L'homme a toujours vécu d'utopie, sauf que bon, certaines utopies, il les a poursuivies avec esprit de suite, et d'autres, il ne les a pas poursuivies avec esprit de suite. Et c'est vous qui m'indiquiez que les utopies, comme disait quelqu'un, les utopies... Vous l'avez dans votre livre. Hein. D'ailleurs, pourquoi vous ne citez pas celui qui l'a dit? Tout simplement parce que, bon, je ne voulais pas trop renvoyer à certains auteurs en particulier. Mais vous ne le citez pas. Et puis je dis bien clairement que c'est quelqu'un qui l'a dit. Donc, voilà. Ouais. Les utopies d'hier sont nos réalités d'aujourd'hui. Bon, que ce soit dans le domaine de la science, que ce soit dans multiples domaines. On voit bien que il y a des choses auxquelles on ne pensait pas qu'on allait accéder. Et puis bon, en persévérant, avec l'esprit de suite, on y est arrivé, tout simplement. Donc, la question de l'unité continentale semble être insurmontable. Comment allons-nous faire? Mais il faut commencer très simplement. Les chefs d'État africains, au niveau de l'unité de l'Union africaine, se réunissent au moins 2 fois par an. Ce qu'ils appellent la conférence. Ils se réunissent au moins 2 fois par an. Eh bien, ils prennent des tas de décisions quand ils se réunissent. L'une des décisions peut être qu'on fait tomber les frontières entre tel et tel et tel pays. Où est le problème? Où est le problème pour vous comme pour moi? Il n'y en a pas. Il n'y a un problème que pour eux. Et pour les raisons que vous avez expliquées tout à l'heure. Voilà. Il n'y a un problème que pour eux. Qu'on fasse tomber les frontières entre le Tchad et le Cameroun, je ne sais pas si ça pose un problème à un Tchadien ou à un Camerounais, qui est de notre niveau, mais ça pose un problème entre le chef d'État tchadien et le chef d'État camerounais. C'est ça qu'il faut bien voir. Monsieur Moutoudou, on va aborder la dernière partie de votre livre en reprenant des textes qui nous ont semblé assez forts, instructifs et surtout assez denses pour le message que porte votre livre. Je voudrais commencer par le premier texte des utopies. Hein. Vous dites dans son article 1, la hiérarchie des appartenances multiples. Nous assignons une hiérarchie à nos appartenances multiples et déclarons que la plus haute appartenance est d'avoir l'Afrique, le continent dans son ensemble, pour patrie. Vous pensez que c'est ce vers quoi il faut aller? Autant vous dites aujourd'hui que vous êtes un Camerounais, autant ce à quoi aspirent les panafricanistes, c'est de ne pas dire demain qu'ils sont Camerounais ou Tchadiens ou Togolais, mais de dire qu'ils sont Africains. C'est-à-dire que c'est leur patrie, l'Afrique. Et un autre point, ma foi, c'est le plus fort de ce livre, qui interpelle tous les Africains, qu'ils soient Rwandais, Camerounais ou encore Ivoiriens, c'est l'article 5 de la 3e partie, résolution. Il y est écrit, nous déclarons que tous les ressortissants de toutes les ethnies sont chez eux sur le territoire qu'on attribue à une ethnie donnée. Nous rejetons par conséquent les termes d'étrangers, d'allogènes et tout autre terme d'exclusion à l'égard de qui que ce soit. Feriez-vous allusion à ces notions d'autochtonie, d'allogénie qui ont en cours au Cameroun? Oui, donc vous pensez bien que je ne suis pas dans ce registre-là. Pour moi, une ethnie, par exemple camerounaise, comme vous l'avez vu au début, j'ai expliqué les caractéristiques d'une ethnie. A priori, les ethnies ont leur territoire, là où elles ont pris naissance, ou etc. Bien. Mais qu'aujourd'hui,
vu la situation, l'évolution qu'il y a eu dans nos pays, toutes les ethnies ont droit à être dans ce territoire-là. Et qu'il n'y a pas le territoire d'une ethnie où on considérerait que les autres ethnies, ils sont des ethnies étrangères. Nous sommes dans une nation. Chaque membre de cette nation-là a le droit d'être partout et de se sentir dans son pays. Monsieur Moutoudou, c'est un livre assez riche. Nous, on l'a lu avec beaucoup de plaisir dans notre rédaction. Je vous en remercie. Nous constaterons simplement qu'aujourd'hui, des idées comme celle-là, aujourd'hui mises ensemble dans un livre comme celui-ci, trouvent très souvent très peu d'écho. Parce qu'en Afrique, on n'a pas assez de moyens pour se procurer ce livre-là. Qu'est-ce que vous avez, vous, à suggérer pour que les Africains soient désormais aussi à l'aise à prendre en compte un livre comme celui-là et le lire? Comment on fait pour arriver à ça? C'est un grand problème. Vous voyez la taille du livre. Quand j'ai fait ce livre-ci, le livre était chez l'éditeur depuis septembre 2013. Il n'est sorti là qu'au début de l'année 2015. Simplement parce que l'éditeur ne voulait pas sortir un livre de cette taille-ci. Il me disait que commercialement, c'est difficile à vendre. Et moi, j'estimais que ce que je dois faire ne doit pas aller au-delà de ceci. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tartiner sur l'histoire du panafricanisme que l'on retrouve chez Padmore, que l'on retrouve chez Mbuyinga, que l'on retrouve chez Kwame Nkrumah, etc., etc. Que je n'ai pas besoin de retartiner sur tout cela. Il faut indiquer quelques voies de sortie. Et donc, on a fait le bras de fer, l'éditeur et moi, pendant un peu plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils me disent « Ok, d'accord, on va aller avec ce que vous proposez ». Je sais que le prix des livres est quelque chose d'assez inaccessible en Afrique. Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu. En tout cas, c'est l'éditeur qui, en dernière analyse, a le dernier mot, bien entendu, puisque c'est lui qui prend quand même la responsabilité d'éditer quoi que ce soit. Et j'entends bien que commercialement, il ne soit pas assez frais non plus. Merci. Une dernière question, M. Moutoudou. Alors, c'était d'ailleurs une remarque. On a comme l'impression que les Africains aujourd'hui, quand il faut aborder les questions culturelles, les questions politiques, sont assez à l'aise. Mais malheureusement, quand il faut aborder les questions religieuses, prennent des gants. Vous avez effectivement, dans l'analyse des causes qui aujourd'hui justifient un tout petit peu la situation des ethnies, des nations et même du continent africain, vous n'avez pas pris en compte la question des religions. Et pourtant, la religion aujourd'hui est un véritable problème dans la cohésion sociale en Afrique. La religion aujourd'hui est un problème que de plus en plus les nations africaines, auxquelles les nations africaines sont confrontées. Pourquoi la crainte, la peur d'aborder cette question religieuse dans l'idée du panafricanisme? Vous pouvez expliciter un peu plus votre question. Je veux dire qu'aujourd'hui, autant il est vrai que le bon rapport qu'on aura avec nos multiples appartenances, qui sont à la fois ethniques, nationales et continentales, autant il est vrai qu'il y a aussi, à côté de ces composantes-là, la composante religieuse qui est en nous, qui fait partie des appartenances qui sont les nôtres. Mais malheureusement, les panafricanistes, notamment Cheikh Anta Diop, dans son livre Nation et Agriculture, dit clairement, le but de mon livre Nation et Agriculture n'est pas d'interpeller la religion ici. Je laisse ce point, ce sujet-là, à chaque Africain. C'est une question privée. Il le dit très clairement en introduction de Nation et Agriculture. Je note également que vous, qui citez Cheikh Anta Diop dans ce livre, n'abordez pas cet élément-là, qui est pourtant un élément assez important. D'ailleurs, il est même majeur dans la structuration, dans la constitution des Africains que nous sommes aujourd'hui, du fait des religions dites révélées que nous avons aujourd'hui adoptées. Pourquoi, par exemple, n'avoir pas abordé l'aspect spiritualité de l'Africain dans l'Afrique de demain telle que nous le voyons? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, là vous vous êtes fait comprendre, sauf que ça m'aurait fait écrire le livre que l'éditeur demandait de plusieurs pages, et je ne voulais pas écrire un livre. J'en ai déjà écrit 2 avant, j'en avais déjà écrit. Sur la religion? Sur la spiritualité? Ah d'accord, ouais. Non. Non, j'estimais que là, il faut que j'aille à l'essentiel, savoir laisser un outil de travail à mes compatriotes africains. Bon, ce que vous dites est vrai, mais bon, il faudrait envisager un autre ouvrage. Si j'ai... du temps. Voilà, on vous le souhaite, parce que là, nous avons été régalés avec ce livre.
Monsieur Moutoudou, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous avoir et de revisiter ensemble ce bijou. Alors, chers auditeurs de Diaf TV, merci d'avoir été des nôtres pendant près de 45 minutes d'échange avec monsieur Abel Moutoudou. Nous espérons vous compter nombreux lors de la prochaine édition. Merci, au revoir.